Podcast, musique, nouvelles. Vous écoutez choc.ca. Bonjour tout le monde et bienvenue au balado Plug ta manette. Nous sommes une gang d'étudiants de l'UQAM dans la maîtrise en communication, la concentration jeux vidéo et ludification. Nous nous rassemblons pour discuter d'un jeu vidéo québécois. Dans la première partie de l'épisode, nous présentons rapidement le jeu de la semaine. De plus, nous faisons un tour de table pour donner nos impressions générales et surtout, sans spoilers ou divulgateurs. Dans la deuxième partie, à l'inverse, nous rentrons en détail dans les différents aspects du jeu qui nous ont marqués, que cela soit positif ou négatif. Je suis François. Je suis Émile. Et cette semaine, nous sommes accompagnés de Raph. Salut. Et de Will. Et Lolo. Le jeu que nous discuterons cette semaine est The Messenger. The Messenger est un jeu développé par Sabotage Studio, qui est fondé à Québec en 2016. Le jeu en tant que tel va sortir en 2018. Le jeu d'ailleurs a fait quand même un assez grand coup au niveau médiatique, dans les médias et chez les journalistes. Il a participé au Game Awards de 2018, nominé comme étant dans les Best Debut Indie Game. Aussi, le jeu en 2018 a gagné une bourse de l'Indie Series de Ubisoft, qui est en fait une bourse en partenariat avec la Banque nationale de 50 000 $ qui aide le financement du jeu. The Messenger, c'est un jeu de plateforme qui se base grandement sur les codes introduits par la série des Ninja Gaiden à l'époque de la NES, qui est en partie un platformer d'action assez vif, où est-ce qu'on attaque des ennemis ou qu'on saute dans tous les sens et qu'on se prend pour un ninja en s'accrochant sur les murs. Le jeu s'est en partie marketé à cause de ses graphiques et sa bande sonore qui vont transitionner entre le 8-bit et le 16-bit, faisant surtout référence à la NES et à la Mega Drive. D'ailleurs, le studio Sabotage prévoit sortir cette année même, au printemps, derrière une nouvelle, Sea of Stars, qui sera plutôt une sorte de préquel à The Messenger, mais cette fois-ci faisant référence au JRPG, style Chrono Trigger, avec Yasunori Mitsuda comme co-invité pour le développement de la bande sonore. Merci beaucoup, Émile. Donc, on va passer à un rapide tour de table. On peut commencer par Will. Si tu peux nous décrire un peu comment tu avais trouvé le jeu. Ouais, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, je vais être l'opinion très nuancée, dans le sens que j'ai aimé le jeu. Il y a des éléments que j'ai vraiment aimé, adoré, mais en même temps, il y a des points faibles selon moi et certains choix de design, je dirais, qui sont, en tout cas, qui m'ont pas plu du tout. Donc, je vais osciller entre un avis positif et un avis négatif. Ok. Moi, dans mon cas, je vais être l'opinion non nuancée. Ah, ok. D'entrée de jeu, je vais avouer que c'est rare que j'aime les jeux de plateforme. C'est rare que j'aime les jeux rétro. Donc, déjà de base, si vous aimez ça, oui, je vous le recommande. Mais disons que c'est un jeu que je vais probablement pas rejouer. Je vais argumenter plus dans la deuxième partie. Mais c'est drôle, moi qui est au contraire un grand fan de jeux de plateforme, puis que le rétro peut m'intéresser, j'ai vraiment adoré le jeu. J'ai vraiment trouvé que c'était une excellente réussite dans ses tentatives de design, dans les idées qu'il amenait. Je trouvais que ce qu'il voulait faire était vraiment bien exécuté. Fait que c'est peut-être aussi que j'ai des a priori qui me font que j'aime ces genres de jeux-là, mais pour moi, ils ont réussi ce qu'ils voulaient faire. J'avoue que je vais apporter un avis aussi nuancé, moi, avec. Le jeu, au final, qu'est-ce qu'il fait bien? Il le fait foutrement bien, mais
comment dire, comme avec l'aspect un peu 8 bits, 16 bits qui s'amuse à transitionner et tout, le jeu essaie un peu d'amener des aspects que je trouve gadget dans son design qui, à un moment donné, peuvent vraiment finir par être très gossants. Puis, ouais, c'est ça. Au final, comme par exemple, autant que le platforming du jeu est incroyablement, comment dire, précis, autant qu'à un moment donné, c'est tellement précis que tu te ramasses à tomber dans le vide pour rien, ou que les ennemis, par exemple, les ennemis qui repopent en dehors de l'écran à chaque fois que tu te tasses, puis qui recommencent à t'agresser avec des projectiles, là. My God. On va avoir un petit débat, je pense, parce que je suis pas d'accord avec ça. Moi non plus, c'est ça. Au contraire, j'ai trouvé ça très simple. J'ai hâte de ça. Pour le monde qui n'ont pas joué encore puis qui vont y jouer, je vous conseille pareil de jouer quand même assez longtemps. À un certain niveau, le jeu change complètement. Donc, rendez-vous à ça. Comme, je ne vais pas vous dire quand que ça arrive ni pourquoi que ça arrive, mais il y a un changement majeur qui se fait à un moment donné. Puis le jeu est différent par rapport à ça. Puis, prenez le temps aussi de lire les textes et de parler au monde. Vous allez rire. Ouais, je trouve que c'est un jeu justement qui joue énormément sur l'humour, sur le fait qu'il se prend pas au sérieux. Puis moi, c'est quand même une qualité que souvent j'apprécie dans les jeux quand ils ont un peu tu sais, l'industrie du jeu qui des fois se prend énormément au sérieux. Et des fois se prend absolument pas au sérieux, tout dépendant de quel angle tu regardes. Pour moi, The Messenger était un jeu qui autant se prenait au sérieux sur certains éléments, se prenait absolument pas au sérieux, et il prenait pas son joueur au sérieux non plus, ce que je trouvais quand même assez drôle. Puis au final, donner une expérience qui, tu sais, venait comme se sortir de la masse de ce que des fois les jeux peuvent faire surtout dans l'indépendant. Ouais, le jeu, il y a vraiment une belle recherche, surtout au niveau de ces dialogues avec un certain personnage, là, où est-ce que même genre, tu sens que les développeurs se sont amusés à prédire de quelle façon est-ce que les joueuses allaient interagir avec le PNJ pour s'amuser à lui donner des petits dialogues qui te jouent un peu dans la tête. C'est étonnamment très bien écrit. Genre, le jeu cache vraiment bien son jeu par rapport à ça. Ouais. Parfait. Donc, est-ce qu'il y a un dernier point avant qu'on change à la deuxième partie? Moi, j'en ai un absolument qu'il fallait que je mentionne d'entrée de jeu. Même si, admettons, vous n'avez pas envie de jouer au jeu parce que c'est pas votre style, quoi que ce soit, allez écouter la soundtrack composée par Rainbow Dragon Eyes, si je ne m'abuse. Cette soundtrack-là est disponible sur Spotify et aussi sur YouTube. Elle est géniale. C'est du chiptune de très grande qualité. Le format Mega Drive, en plus, il est malade. Genre, c'est rare qu'on entend en plus des jeux indie qui utilisent le chiptune de la Mega Drive. Ça fait du bien à entendre. Tant qu'à être dans les derniers points avant qu'on passe à une section plus complète, détaillée, même si on dit des opinions un petit peu plus négatives par moment, tout ça, ça reste que le jeu innove. Là. Il y a vraiment un concept très intéressant, nouveau, rafraîchissant, puis c'est un point fort du jeu. Donc, n'hésitez pas à aller voir au minimum des vidéos ou acheter le jeu puis l'essayer vous-même. C'est sûr que vous n'allez pas revivre cette expérience-là dans plusieurs autres jeux. Là. Je trouve ça assez unique comme concept. Mm-hmm. Parfait. Ah, le Messenger, c'est vraiment un jeu... Oh. Non, vas-y. Ok. Mais ouais, Messenger, c'est vraiment un jeu qui est singulier, au final. Genre, c'est ça, le jeu peut avoir des aspects un peu gadget et tout, mais ça reste... Qu'est-ce qu'il fait est original, puis c'est le seul jeu qui le fait à sa manière. Puis juste pour ça, il vaut vraiment le détour. Je suis d'accord. Excellent. Donc là-dessus, on va faire un petit extrait musical. D'ailleurs, tous les extraits sonores que vous allez entendre ou que vous avez entendus jusqu'à maintenant proviennent du jeu directement. On prend une petite pause, puis on se retrouve dans 1 à 2 minutes. À tantôt.
Bienvenue dans la deuxième partie du podcast où est-ce qu'on va rentrer plus dans le jeu. Émile, tu voulais parler du Cloud Step. Ah ouais, donc au final, l'une des mécaniques principales du jeu qui rend son gameplay vraiment aussi vif que ça, c'est quelque chose que le jeu lui-même va appeler le Cloud Step, qui est au final, à chaque fois qu'on attaque un objet du décor, un ennemi, le jeu nous permet de faire un nouveau jump, un nouveau saut. Donc plutôt qu'avoir juste un double jump qu'on va souvent voir dans les jeux vidéo en général, le jeu nous force toujours à être agressif pour pouvoir sauter à nouveau. Ce qui fait en sorte qu'on peut sauter à l'infini tant aussi longtemps que des objets, des projectiles ou des ennemis à l'écran. Honnêtement, ça fait en sorte qu'on vole dans l'écran. Au moment que la mécanique est maîtrisée, c'est assez beau à voir. Puis je pense qu'en grande partie, le Cloud Step, c'est ce qui rend vraiment le gameplay de Messenger aussi... aussi vif, aussi stiff, puis comme vraiment réussi par rapport à ce que, par exemple, Ninja Gaiden avait porté sur la NES. Ça, c'est une mécanique qui est. Juste avant que je te laisse la parole, là, Raph. C'est-tu une mécanique qui est disponible dans plusieurs jeux? Ou, tu sais, moi qui n'ai pas beaucoup d'expérience, la première fois que je vois ça, mais en même temps, est-ce que c'est quelque chose qui est disponible ailleurs? Honnêtement, genre, grosso modo, je penserais à DuckTales, qui est un jeu où est-ce qu'à chaque fois que, comment dire, t'avais comme une attaque vers le bas, qui faisait en sorte que quand tu pognais un ennemi, ça te repropulsait dans les airs. Comme mettons dans Hollow Knight. Dans Hollow Knight, quand tu attaques un ennemi vers le bas, il va comme pas te donner un nouveau jump, mais il va juste te ramener vers le haut. Ce qui te permet de rester un peu en hauteur. Mais vraiment, comme The Messenger le fait, j'ai jamais vu ça. Puis même Ninja Gaiden, sur lequel que le jeu se base, au final, me semble que dans Ninja Gaiden, t'as pas ça. T'as l'aspect que tu colles au mur, genre que tu t'accroches au mur comme le fait dans The Messenger, justement. Mais t'as pas le Cloud Step, me semble. Mais je trouve que justement, le mouvement, les différentes habiletés de mouvement, que ce soit le Cloud Step, que ce soit le Glide que tu débloques plus tard, le Wild Jump, etc. Tu sais, comme, je trouve que pour ça, niveau gameplay, les mécaniques qui sont, on s'entend, quand même très simples du déplacement dans The Messenger, sont vraiment exécutées d'une manière assez unique. Mais pas unique, mais surtout, je trouve, fluide et logique. Tu sais, ça s'imbrique vraiment bien. Ça fait qu'il n'y a pas de moment où j'ai fait comme « Oh mon Dieu, c'est janky ». C'est rare qu'il y ait des moments où les mécaniques du jeu et leur combinaison faisaient en sorte que j'étais comme « Ça marche pas ». Tu sais, comme il y a un bris de logique, il y a un bris de comme une mécanique qui marche mieux qu'une autre. Je trouvais que tout s'emboîtait bien, ce qui faisait en sorte que traverser les niveaux était plaisant. Puis dans un jeu comme ça, où il y a énormément de niveaux à traverser, il y a énormément de zones puis de puzzles environnementaux, si on veut, de traverser des puzzles où il faut traverser un niveau, mais ça rendait ça vraiment plus fun de les traverser, justement. Non, Par rapport à ça, je vais vous lancer une autre question directement. Avez-vous eu l'impression qu'il y a eu des moments dans le jeu où vous étiez obligé d'utiliser le Cloud Step ou d'autres mécaniques? Tu sais, la harpon, le grappin, je comprends, oui, mais le Cloud Step, avez-vous justement eu des puzzles que vous étiez obligé de maîtriser à 100% les mécaniques? Ben, au début du jeu, t'es obligé de faire un Cloud Step juste pour passer le premier mur. Ok, ouais, ok. Oui, c'est un tutoriel, là, je comprends, là, mais pendant le jeu, mettons, je sais pas, je pense au médaillon que tu peux ramasser pour débloquer une arme puissante, entre guillemets, à la fin, qui est d'ailleurs juste un changement de shuriken, un truc qui m'a personnellement pas du tout intéressé, mais... Ah ouais, shuriken, on s'en fout, ouais. C'est ça, des moments dans le jeu, dans les levels, où, tu sais, justement, pour aller chercher des médailles ou choses, des éléments plus intéressants comme ça, est-ce qu'il y a eu des moments, des designs de map qui vous ont vraiment forcé à utiliser le Cloud Step, genre parfaitement, ou qui étaient plus challenging de ce côté-là? Oui. Genre, tu veux dire dans le sens qu'on jamais on retouche le sol de tout l'écran, d'une certaine façon? Ben, par exemple, je sais pas, je pense à un design de puzzle qui ferait que tu es obligé absolument de flotter, de léviter dans les airs avec le Cloud Step pour pouvoir timer ton saut, ou c'est un exemple comme les autres, là. Mais... Ouais, ben souvent, tu disais, il y a des ennemis qui lancent des projectiles tout droit, puis qui vont être mis comme... Des fois même, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont faire comme 2 étages d'ennemis qui vont comme envoyer des projectiles, puis il faut qu'avec ton Cloud Step ou ton attaque, parce que ton Cloud Step, tu peux le faire en glidant, puis ça va être une attaque vers le bas qui va pouvoir te permettre de revoir ton Cloud Step, ou des fois, c'est juste comme ton attaque régulière qui, après ça, te permet de ressauter. Ils vont des fois utiliser ce genre de mécanique-là de déplacement dans le niveau pour te donner un challenge supplémentaire pour justement aller chercher des médaillons ou
certaines petits éléments du jeu. Je sais pas vous, où est-ce que vous avez arrêté votre expérience avec le jeu. Moi, je l'ai fini à presque 100%. Là. J'ai vraiment tout ramassé, les 46 médaillons, je sais plus combien il y en a. Je suis vraiment allé toutes les prendre. Puis il y avait des moments où il poussait les mécaniques simples, comme je disais, du jeu, mais à un niveau plus challengeant. Genre, c'était chaud des fois, il fallait quasiment que tu voles tout au long Ouais. de l'écran parce qu'il fallait toujours que tu restes en suspension, que tu rates aucun projectile des ennemis. Mhm. Je me rappelle qu'il y a un écran justement parce qu'il fallait comme tu t'ailles chercher le médaillon en passant par le bas, en passant dans le vide. Il fallait absolument que genre au moment que tu rentres dans l'écran puis que les ennemis pop, il fallait tout de suite que tu te lances dans le vide parce que sinon t'allais rater le timing des ennemis puis t'allais pas réussir à t'y rendre. Fait que... Puis c'est intéressant d'ailleurs ce que tu disais, Raph, par rapport au, genre à comment comment dire que toutes les mécaniques étaient bien embriquées l'une dans l'autre, puis que c'était simple tout en étant complexe dans les possibilités qu'ils amenaient. Parce que si je paraphrase correctement une interview des développeurs, au final, ce qu'ils cherchaient à aller faire avec ces mécaniques-là, c'est vraiment justement d'avoir quelque chose de simple, mais qui se prend, comment dire, quelque chose qui se prend facilement en main, mais avec des possibilités complexes, mais surtout de faire en sorte que le jeu puisse être speedrunné. Ouais. Faire en sorte que le speedrun du jeu soit élégant à voir pour les gens qui regardent les speedruns et non juste pour ceux qui jouent. Fait que je serais curieux de savoir justement si cette simplicité-là que tu vois, ce serait pas une tentative des développeurs à faire en sorte que tout reste visuellement très clair et impressionnant pour quelqu'un qui observe le jeu sans même y jouer. Ouais, ben clairement, moi, en fait, la première fois que j'ai entendu parler de Messenger, c'était en regardant un speedrun à un GDQ quelconque il y a quelques années de ça. Puis je trouvais justement que ce que tu vois en regardant quelqu'un jouer à The Messenger, c'est ce qui se fait sur la manette. Il n'y a pas de manipulation ultra complexe qui fait en sorte que pour réussir un challenge proscrit de manière standard par le jeu, il faut que tu sois capable de toucher à tous les boutons de ta manette en même temps. C'est vraiment plus comme un jeu facile à prendre en main, mais difficile à maîtriser. Mais en même temps, à ce niveau-là, je trouve qu'ils font assez bien le job de pas rendre ces challenges-là ou donner l'impression que ces challenges-là ou ces manipulations sont impossibles à réaliser. Ce qui donne tout le temps, moi, ce qui me donnait l'impression pendant que je jouais, que c'était tout le temps de ma faute. Ou que si c'était pas de ma faute, ben que c'est que genre ça marchait pas, j'ai pas bien compris le niveau, ou j'ai pas eu la meilleure manipulation du niveau possible. Il fallait juste que je réessaye. Puis à chaque fois, ben je réessayais quelques fois, puis à un moment donné, ça marchait. Puis ça marchait tout le temps comme assez vite pour pas que je me frustre, personnellement. Ouais. Ben, là-dessus, plusieurs points. Allez, soit salé. Ouais. Ben, j'accorde sur le fond. Rapidement, quand j'ai vu qu'il y avait des défis et tout, volontairement, j'ai décidé de ne pas les faire parce que je me suis dit, de toute façon, je ne vais pas les voir, puis c'est sûr que je vais en skip. Même si j'essaie de toutes les faire, il y en a qui vont me frustrer. Fait que, comme tant qu'à faire, j'y allais pas. Donc, même si je le voyais et tout, des fois, j'y allais pareil pour le fun, mais la majorité du temps, j'y allais pas. Côté difficulté, je suis d'accord. Il y a un spot, par contre, que je savais que je finirais par l'avoir, mais dans le fond, c'est le boss avant le début de la deuxième partie, donc ou à la fin de la deuxième, quand tu te bats contre les petits shopkeepers et ce monde-là. J'avais uniquement 3 vies qui me restaient. Puis je savais que je l'aurais. Parce que ça arrivait tout le temps à la fin complètement, je me faisais toucher par quelque chose de complètement stupide ou là, je recommençais encore. Puis là, on va parler aussi du petit démon que j'avais goût de puncher des fois. Mais ça, j'aurais aimé ça que après, je sais pas, la 30e fois que tu tombes dans le trou puis où tu meurs, que je puisse récupérer les vies qui me manquaient. Parce que souvent, c'était comme un petit cœur qui me manquait par rapport à ça. Fait que oui, je suis d'accord avec tes points. Puis ultimement, comme tu parlais, moi, j'ai joué... Après ça, j'ai joué un peu pour voir c'était quoi la deuxième partie. Puis rapidement, j'ai fait en fait, je me suis dit que j'ai vu le tour. Puis là, après ça, j'ai arrêté de jouer. Mm-hmm. Ouais, ben j'avais... au début, je lançais la question pour donner
une opinion plus négative, du genre, le jeu était pas tough, puis tu utilisais pas les mécaniques au complet. Mais en fait, m'avait convaincu. Puis maintenant que j'y repense, le monde est. Peut-être François, tu l'as pas vu, là, mais la map en particulier, que t'es comme dans le ciel, là, l'endroit des géants, là, où je sais pas trop, des Ouais. ruines, puis que tu peux tomber tout le temps. C'est un moment que j'ai particulièrement utilisé le grappin, puis que c'est tout le temps de cloud step, sinon tu tombes dans le vide. Donc, mon point, en fait, fonctionne plus vraiment. Mais, ouais, je me dis aussi, François, j'ai la même avec toi. Si je suis capable de battre le Demon King, le roi des démons, puis toutes les entités des dimensions les plus fortes de l'univers du cosmos, le petit démon qui me vole des âmes, me semble que je pourrais le puncher assez vite, puis lancer un shuriken, puis ça serait Ah. affaire réglée, puis je perdrais pas autant d'argent. Mais c'est les commentaires Quel qu'il faisait. décidément. Oh my god. C'était les commentaires Le qu'il décidément faisait. était incroyable. Genre, tu sais, comme. Tu sais, surtout à fait, comme, quand tu meurs, souvent, tu sais, il te poke, il fait tu t'ennuyais d'être déjà. Ou ça va faire 46 fois que je te revis. Tu me fais faire de l'overtime. Ou à un moment donné, il y en a un, c'est je m'appelle aussi ça, mais je suis pas. Comme, je me rappelle plus c'est quoi son nom habituel, mais il m'a parlé de toi, puis c'est vrai que t'es quelque chose, puis là, j'étais comme fuck off, là, va chier. Ses commentaires étaient incroyables. Genre, Mais moi, le c'est ça, best, c'est ça que j'aimais. c'est genre, coudon, si t'as un ami qui est en train de te regarder, tu diras que tu voulais juste montrer une de mes phrases de dialogue pour montrer à quel point que je suis drôle. Ouais, non, c'est ça. Plutôt que de dire que t'es mort, c'est tes poches. Là. Mais c'est ça qui est drôle, c'est ça C'est que moi c'est ça que incroyable. j'aimais, c'est que ce personnage-là, autant qu'il était chiant, autant que je pouvais pas être mad, je pouvais pas être fâché, parce qu'à chaque fois que je lisais une de ses phrases, j'étais comme, tu sais, ça me désamorçait de ma frustration du jeu, personnellement, mais tu sais, je comprends qu'il y en a pour qui ça peut être juste comme, ta gueule, je veux juste, je veux Non, juste c'est finir le niveau, puis tu me gosses. Mais moi j'étais comme, tu sais, ben, à un moment donné, il y a aussi un point où j'étais capable de faire abstraction de ses commentaires, puis j'étais comme, ok, ben là je suis mort, puis je veux juste recommencer à jouer, puis passer les niveaux. Mais c'est clair que moi c'est ça, tu sais, si c'était le seul personnage qui se moquait du jeu puis du joueur puis de l'expérience que t'avais dans le jeu, ça serait peut-être plus dérangeant. Mais quand tu comprends que c'est le vibe du jeu, que tous les personnages sont comme un peu ironiques, un peu comme méta dans leur manière de comme aborder le fait que c'est un jeu, Ouais. ben ça fitait tellement plus dans le vibe. Fait que oui, il était fatigant puis oui, tu sais comme, mais c'était pas comme, ça sortait pas de l'expérience de jeu parce que l'expérience de jeu vient avec le côté un peu méta qui se moque de toi puis qui se moque du jeu en général. Ouais. T'es Ben, blasé de la vie. d'ailleurs, le shopkeeper, pour rester dans la même thématique, ça a été mon highlight puis mon moment préféré du jeu, c'était d'y parler puis d'aller voir toutes les possibilités de dialogue possibles. Puis genre, il est tellement méta où est-ce qu'il sait qu'il est dans un jeu vidéo. Puis genre, ben, toi, t'as définitivement pas écouté la bande-annonce. Ou puis là, comme ton personnage comprend rien. Mais tu sais, moi, j'étais crampé derrière mon écran. Puis Ouais. j'étais comme, ben, en effet, j'ai pas écouté la bande-annonce, fait que j'ai aucune idée c'est quoi elle. Ma question pour vous, c'est avez-vous touché l'armoire plusieurs fois? Ah oui! Trop de fois. Ouais. Vraiment trop. Genre, je l'ai fait juste pour avoir le achievement, puis je regrettais tellement après parce my que God. j'étais pogné avec 2 minutes de cutscene, mais de dialogue incroyable. inskippable. J'étais comme, Le pire, c'est qu'il Mais prévient, j'ai hein. pas, non, j'avais Ah, pas fait non. assez, là. Non, Parce j'ai que pas quand eu ça, tu- c'est- clairement pas. C'est ça, quand tu touches l'armoire, à un moment donné, il dit « Ok, c'est bon, je vais répéter toujours le même dialogue. » Mais quand tu continues, il dit « Ok, t'es vraiment un enfoiré, continue à peser pareil. » Fait que là, dernier avertissement, sinon je te mets un dialogue inskippable qui va être super long. Là, tu continues à peser, puis là, il te met un dialogue qui fait genre 2 minutes, qui parle de philosophie de vie, d'à quel point que tu Oh te my projettes God. dans les gens, puis tout ce genre de niaiserie-là. Puis genre, c'est inskippable, puis le texte, il avance super lentement. c'est ça, c'est que normalement le texte, tu peux peser A pour le faire avancer plus vite. Puis tu sais, moi, souvent, ce que je faisais, parce que le shopkeeper, ben tu sais, moi, en fait, quand j'ai joué au jeu pour la préparation du podcast, c'est la deuxième fois que j'y jouais. J'avais joué il y a peut-être 1 an ou 2 de ça, mais je l'avais pas fini. Là, j'y rejouais. Fait que là, moi, je savais que le shopkeeper, il était méta, il était drôle, mais que des fois, c'était ça. Mais je voulais quand même voir ces lignes de dialogue, juste parce que moi, j'aime pas quand il y a dans les options de dialogue, il me reste du blanc, là. Moi, si je peux cliquer sur une option de dialogue, je vais cliquer pareil, mais je mâche le A. Puis tu sais, le texte peut aller assez vite. Puis là, cette fois-là, quand tu touches trop à l'armoire du shopkeeper, puis que là, il te bloque dans un dialogue esquivable interminable. J'étais comme, ok, fair play, mais vous êtes des rats. Ah, puis il y en avait en salle en plus, sérieux, là, tous les dialogues, c'est hallucinant.
À quel Ah, point ouais. ils ont dû passer du temps à écrire tout ça. J'ai jamais vu un jeu avec autant de dialogues annexes, bâtards. Comme ça, Oui. c'était fou, là. Ouais. Ouais, Will. Moi, j'ai trouvé. Là, j'essaie de penser au moment fort justement du shopkeeper parce que tu sais, j'ai pas vécu ces moments-là avec l'armoire puis l'achievement, tout ça. Mais je réalise à quel point qu'il était. J'ai juste Petty. Petty en anglais, là, genre, il est Ouais. bébé. Juste quand tu sais, tu commences à avoir ton chapeau, puis t'es vraiment content de ton nouveau chapeau, puis il porte genre le même que toi, puis quand tu lui demandes genre qu'est-ce que tu fais, puis il essaie de jouer comme si c'est lui qui avait inventé le chapeau, puis qu'il le portait pour la première fois. Genre, c'est tellement des moments que je suis comme oh my god, je vais juste m'en aller, je vais lâcher de quoi, mais laisse faire, je retourne dans le monde, puis je vais aller sauver le monde à la place de te parler parce que tu m'énerves trop. Ou sinon, tu sais, à chaque fois que tu vas voir des histoires, puis ça, c'est peut-être un moment vers la fin, quand que je voulais terminer le jeu, j'ai peut-être arrêté de parler à cause que je savais que quand que j'y demandais une histoire, ça allait 100% de la bullshit, quelque chose qui va rire de moi ou tu sais, une affaire de même. Ben, j'aimais ça, mais ces moments-là, justement, quand je cliquais, je savais 100% que ça allait être une niaiserie, mais des fois, je m'attendais pas à quel point c'était une niaiserie. Tu sais, il y a une histoire particulière que tu lui demandes, justement, raconte-moi une histoire, il te raconte une histoire. Puis là, tu demandes c'est quoi la morale, puis il dit, ben, il n'y a pas de morale, tu veux que je te raconte une histoire, bon, c'est quoi ton problème? Puis, des moments de même, je suis comme, bon, ok, t'as gagné, puis c'est des moments très forts dans le jeu. Mais ça, c'est qu'il y a comme. Le jeu se moque foncièrement de sa propre logique constamment. Oui. Puis ça, c'est vraiment C'est drôle à mon sens. c'est même- cool parce que justement. Ah, Non, vas-y. ok. C'est quand même cool parce que, genre, justement, tantôt, quand on disait justement qu'on avait l'impression que les devs du jeu s'amusaient comme vraiment directement à entrer en dialogue avec son public. Genre, je sais pas si vous avez lu la dernière histoire du Shopkeeper qui apparaît, genre, juste avant le boss final. Mais genre, ça. Genre, tu vois que l'histoire, c'est vraiment un remerciement que l'écrivain du jeu, mais aussi le créateur, Thierry Boulanger, fait pour sa team de développeurs. Genre, il se raconte comme l'histoire d'un petit dude qui est seul, qui a des histoires, puis qui est jugé par le gens, puis tout ça, mais qui a fini par avoir du monde qui viennent, puis qui croient en ces histoires, puis ce genre de choses-là. Fait que comme. euh, Genre, ça devient comme un moment, comment dire, qui est humoristique, habituel dans le jeu, mais en même temps qui est touchant, parce que tu te rends compte qu'en fait, c'est vraiment le dev qui est en train de te parler, puis genre, à un moment donné, puis t'as même une boîte de dialogue, genre, qui apparaît au milieu de l'écran, plutôt qu'être une boîte de dialogue du personnage, qui apparaît en haut, qui dit genre, qui remercie comme tous les membres de l'équipe. Ouais. C'était quand même vraiment intéressant. Genre, comment dire, genre, autant que de la bullshit, autant que le jeu, surtout avec ses quelques petites histoires, pis ça, il réussissait quand même à aller chercher vraiment genre des choses assez deep. Ben, En tout cas, c'est cool. Jamais trop sans se prendre au sérieux en plus, c'était cool. Mais c'est ça que je trouve que ça vient justement un peu mettre le lien avec les mécaniques simples mais profondes. Puis c'est la même chose avec l'histoire. C'est au final, tu peux analyser The Messenger extrêmement en surface et c'est valide parce que le jeu lui-même se laisse se laisse jouer en surface. Mais si tu prends la peine de creuser un peu, que ce soit les mécaniques ou que ce soit du niveau de l'histoire, en prenant le temps d'aller parler au shopkeeper pour au final te faire rien dire de pertinent, mais tu te rends compte qu'ils ont mis un degré d'attention de plus, ils ont creusé leur jeu plus loin que la seule surface. Fait que, ce qui fait en sorte que le jeu en surface est bon et aurait pu être intéressant en soi, mais moi c'est ce degré là d'un petit peu plus comme le jeu te remercie puis te redonne pour ton argent d'aller creuser un peu plus, d'aller donner un petit affaire plus au jeu que ce que tu aurais pu donner au niveau de base. Puis c'est cette attention à ce détail-là que moi je trouve intéressant puis qui me gardait engagé aussi. Ben là, je trouve que ça va pas mal positif nos avis. Là. Fait que je vais nommer un des points négatifs que je crois puis que je pense que j'ai bien compris. Si, tu sais, on parle de bullshit puis que la logique du jeu, tu sais, ils rient de la logique du jeu justement où ils ont du plaisir à justement démanteler cette logique-là. Ben, je pense que j'aurais mis un petit peu plus de logique par moment. Justement, le fait qu'ils te lancent à la fin. D'ailleurs, moi, je considère qu'il y a deux moments que le jeu se transforme. Au moment où est-ce que les graphiques changent, puis que la musique change aussi, puis que l'objectif du jeu change complètement. Mais aussi à la fin, quand tu apprends qu'est-ce qui se passe dans la boîte à musique, là, puis qu'il y a toute cette histoire-là, je trouve que c'est vraiment lancé sur le joueur. Au point où est-ce que, pas que je m'en foutais, mais j'ai reçu l'histoire, puis j'étais comme, ok, mais c'est tellement nouveau, puis ça change tellement tout le jeu à nouveau. Au dernier moment, c'est évident que tu es rendu à la fin du jeu.
puis qu'ils font juste... en tout cas, j'avais vraiment l'impression qu'ils m'ont juste garoché ça, ils m'ont lancé ça, puis c'est comme, genre, on a besoin d'une histoire, je te le lance. Ça peut être un élément humoristique parce que, bon, t'apprends qu'il y a une histoire à la fin. En même temps, j'aurais peut-être aimé l'avoir plus tôt. Ça, c'est pour toute la trame narrative, je dirais, là, qui a été lancée. J'ai un peu moins aimé ça. Sinon, aussi, dans la même lignée, là, quand t'apprends que le parchemin, en fait, c'est une map, je trouvais que c'est vraiment juste... Oui, c'est une blague, mais c'est une blague un peu moins forte, je trouvais, parce que tu l'as pas appris par toi-même, ou t'as pas... c'est pas, mettons, le shopkeeper qui a essayé de te l'expliquer qu'il y avait une map, pis c'est juste toi qui l'as jamais écouté, ou, tu sais, c'est juste, t'as jamais ouvert la map, mais tu pouvais pas l'ouvrir de toute manière, de un. Puis sinon, ben, que ça soit toute une histoire de parchemin, faut que t'apportes, finalement, c'est juste une carte. Je sais pas, j'ai un problème avec ça, je trouve que c'est un peu faible, c'est juste, on remplit, on bouche un trou avec une blague, pis c'est bon. T'sais, on passe à autre chose, puis je sais pas, c'est la bullshit, en même temps qu'elle est drôle, elle peut aussi, justement, faire en sorte que le jeu est un peu moins logique, puis moins, en tout cas, pour moi, là, moins peut-être intéressant, je sais pas. Vous en pensez quoi? C'est vrai que l'histoire arrivait à la toute fin, l'explication de la Music Box, qui est genre le milieu, avant qu'on aille battre dans le milieu final du jeu, avant d'aller battre le boss final, que ça arrivait un peu comme un cheveu sur la soupe, là. C'est genre, ah ok, t'es rendu au niveau final, que ça c'était peut-être le temps de t'expliquer c'est quoi la vraie histoire du jeu, plutôt que les événements que t'as vécu là. Mais ce que je me demande en fait d'ailleurs, c'est vu que Sea of Stars, qui est justement, comme on disait tantôt, le prochain jeu du studio, se concentre sur 2 personnages, qui est un couple. Puis l'histoire, en fait, de la Music Box raconte l'histoire d'un couple, justement, avant que les démons arrivent, puis tout ça. J'ai curieux de savoir, en fait, si justement ce cheveu-là qui arrive sur la soupe, si comment est-ce que le prochain jeu du studio va remettre ça en contexte, si ça va vraiment porter sur cette histoire-là, précisément. Ah, ça serait intéressant. C'est sûr que l'aspect... Je comprends d'où tu viens, honnêtement, Will, avec ton commentaire. Puis c'est vrai que autant que je suis assez positif sur le côté humoristique du jeu, c'est vrai que ça peut être clairement vu comme une... tu sais, comment patcher les trous dans notre jeu, ben on fait des blagues. Puis comment on explique des choses qui pourraient pu être travaillées ailleurs ou qui auraient pu être plus contextualisées plus tôt, whatever, on fait des blagues. Puis ça peut fonctionner, mais c'est vrai que ça peut aussi venir amener à un stade où c'est too much. Puis que ça fait perdre un peu de la valeur de ces blagues-là, ça fait perdre un peu de la valeur de toute ta quête. Fait que t'es comme, ok, fait que dans le fond, j'ai passé 5 heures à examiner un parchemin pour une joke. C'est vrai que ça peut être frustrant. Honnêtement, moi, c'est comme ça que je l'ai pris, dans le sens que le jeu est une joke, puis, mais pas de manière péjorative, mais le but est surtout axé sur les différents puzzles et tout, puis comment rabouter tous les puzzles puis les défis techniques en un. Ben, on crée une histoire que c'est surtout une joke, puis on continue par rapport à ça. Puis le ton, dès le début, il donné où est-ce que une des premières interactions que tu as, c'est avec ton sensei, puis il fait t'écoutes pas dans leçon d'histoire ou comme quelque chose de même. Puis, déjà, tous les textes de base font plus ou moins de sens côté narratif. Avec on a envoyé quelqu'un puis emmener un parchemin quelque part. Je trouvais que ça n'avait pas de sens puis que c'était juste fait pour donner un but, mais qu'au final, le but, on s'en fout un peu parce que c'est pas ça le jeu. Le jeu, c'est les mécaniques, c'est tout ce qui est autour de ça. L'histoire, c'est juste complémentaire, puis ils sont amusés avec ça. Ben, tu sais, justement, avec ton exemple, je peux renchérir là-dessus rapidement. C'est, tu sais, l'exemple du sensei qui dit que t'écoutes pas, par rapport au parchemin qui est en fait une carte, j'aurais beaucoup plus accepté le fait que, tout en gardant l'aspect humoristique, le fait que, ou la justification que le shopkeeper me dit « Ah oui, t'as-tu ouvert ta carte récemment? » Ou « Tu sais, utilise ta carte, te rendre à tel point. » Puis t'es comme « Une carte? » Puis il dit « Ben oui, t'as une carte. C'est le parchemin. » Puis t'es comme « Non. » Puis il pourrait réutiliser le fait que t'écoutes pas puis dire « Je te l'ai dit que c'était une carte. » Puis tu dis « Ben non. » J'ai pas eu de dialogue, puis il pourrait aller méta aussi, puis briser le cadre, puis juste dire non, il y a littéralement eu un dialogue, va voir au début du jeu, il y en avait un. Une histoire dans le genre, je l'aurais vraiment bien pris, ça aurait été vraiment drôle, puis ça aurait fait plus de sens, puis ça aurait eu plus de valeur pour moi que juste by the way, ton parchemin c'est une carte, ou une affaire du genre.
Surtout en plus que le jeu s'amuse avec la question de timeline. Puis ça peut être aussi une bonne manière après ça de segway dans justement le changement entre la première partie du jeu qui est dans le 8-bit, qui est dans le platformer plus standard, puis après ça la deuxième partie qui va dans le 16-bit, d'exploration, Metroidvania, puis tout ça. Mais justement, il joue sur cette question de jouer de faire des sauts dans le temps. Puis, fait que j'avoue que maintenant, quand tu réexpliquais la blague, puis j'étais comme, il y aurait tellement pu faire en sorte que, tu sais, le prof, il parle, mais tu sais, ton personnage écoute pas. Puis là, tu te fais dire par le shopkeeper ou whatever qui à la fin, il est comme, ben oui, tu sais, maintenant que tu vas voir, genre, le dialogue était là, on te l'expliquait. Puis c'était le bout où le protagoniste écoutait pas pantoute pendant la leçon au début. Puis genre, en fait, l'indice était là tout le long. Genre, il aurait pu spinner ça, puis ça aurait comme rendu ça moins out of nowhere dans un sens. Mais pour de vrai, genre, je comprends le point, puis je trouve que c'est ça. J'aime. Je pense que déjà quand tu joues dans des questlines, puis dans des trames narratives avec le temps, puis les dimensions, puis whatever quoi, ça peut rapidement devenir un peu tout, n'importe quoi. Puis c'est vrai que ça peut avoir l'air d'être du filler pour un jeu qui au final est plus axé sur son gameplay que sur son histoire. Fait que c'est clair que comme quand tu le regardes de cet angle-là, ça peut faire comme ouais, ça aurait pu être mieux amené. Parlant de filler, pour moi, c'est important de mentionner justement, comme tu as dit, le jeu, sa deuxième partie, en fait, cesse d'être un genre de platformer style Ninja Gaiden pour donner un Metroidvania. Et oh mon Dieu, faut parler de la partie Metroidvania du jeu. Parce que autant que c'est ça au niveau marketing, puis au niveau des médias, c'est ce qui a mis le jeu sur la map, autant que pour moi, c'est un peu à partir de là que le jeu il tombe. Genre, autant que c'est cool, autant que le jeu devient vraiment gadget, puis que ça tombe. Genre, il s'écroule sur lui-même. Je sais pas ce que vous pensez de quand le jeu devient un Metroidvania. Ben, c'est la partie que j'ai drop. Donc, oui, littéralement. Puis, dans le fond, qu'est-ce que j'ai fait? C'est que j'ai juste été voir du gameplay sur Internet pour confirmer que c'était vraiment ça qui était tout le long. Puis, vraiment, c'est ça. Parce que la partie exploration, puis aller chercher les trous, puis les puzzles et tout, ça m'intéressait pas. C'est comme, je comprenais, puis oui, il y a du monde qui vont aimer ça, mais c'est zéro mon style. Puis, même chose avec les pièces vertes au départ. Fait que quand j'ai vu que c'était quelque chose de similaire, mais oui, avec des différences, mais c'est dans le même principe que ça, j'ai fait, bon ben, merci. Moi, c'est comique parce que d'habitude, je suis un grand fan de platformer. Fait que moi, la première moitié du jeu, si on veut, c'était vraiment dans mes cordes. Puis d'habitude, je suis pas un fan de Metroidvania. Moi, justement, les fetch quests, puis d'aller justement chercher les gadgets ailleurs, puis faire le tour de la map 4 fois pour tout trouver, puis te faire revenir d'une zone à l'autre. D'habitude, je suis comme, ça m'intéresse pas. Mais pour une raison que honnêtement, j'ai encore de la misère à comprendre, pour moi, ça a marché dans The Messenger. D'habitude, je suis pas le genre de personne qui va aller faire comme, ben t'as 46 t'as 46 médaillons à aller chercher, va les chercher. Puis je sais pas, clairement, je pense que moi, la raison pourquoi j'ai été le faire, c'est que le gameplay, je le trouvais encore intéressant rendu à ce stade-là. Puis j'avais envie d'encore de me challenger puis de voir ce que le jeu avait à m'offrir comme challenge au niveau du gameplay, parce que l'histoire à ce stade-là, honnêtement, je l'avais déjà un peu vu, ça m'intéressait pas. Moi, pour moi, ce qui a fait que le jeu a marché, c'est vraiment que j'étais tout le temps challengé sans être frustré. Puis ça me donnait tout le temps envie de voir qu'est-ce que le jeu avait à me proposer de plus. Puis comme à un moment donné, j'étais tellement creux dans la loupe, ok, ben, il m'en reste 4, là. Je vais aller les trouver, les 4 derniers, puis je vais aller, puis voir ce que le jeu a continué encore à m'offrir. Puis ça m'a gardé engagé, mais c'est vrai que j'ai de la misère à expliquer pourquoi là ça a marché, puis pourquoi, mettons, quand j'ai commencé à jouer à Hollow Knight, j'étais comme, c'est pas pour moi. Peut-être le gameplay qui est plus nerveux, justement. Parce que, Peut-être. justement, l'une des choses qui m'a vraiment emmerdé dans l'aspect Metroidvania de Messenger, c'est que ces niveaux ont été pensés à la base comme étant un niveau linéaire, comme un platformer 2D habituel, pour que garder la même structure de niveau au final quand tu rentres dans la partie Metroidvania, ce qui fait en sorte que tu es tout le temps en train de faire des fucking allers-retours sans arrêt. Puis au moment que tu oublies un objet, en fait, tu peux pas te téléporter. Genre, habituellement, dans un Metroidvania, justement, quand tu as débloqué un lieu, tu débloques un téléporteur quelque part, des raccourcis qui rendent les niveaux interreliés à la Dark Souls, d'une certaine façon, c'est une image qui est plus facile à se mettre en tête. Mais dans The Messenger, il n'y a pas ça. Fait qu'au moment que tu oublies quoi dans un niveau,
t'es obligé de backtracker tout le niveau, puis après ça, de retrack vers l'autre niveau sans arrêt. C'est impossible de se téléporter, mettons, entre les points de sauvegarde, puis tout ça. My God, c'est du sport. Oui, ça, je suis Puis d'accord. puis il y a certains écrans aussi qui étaient comme pensés pour les faire dans un sens, mais tu vois que c'était visiblement pas pensé pour les faire dans l'autre sens quand tu étais en train de backtrack. Genre, comme mettons un écran où il faut que justement que tu fasses du cloud step sur les ennemis. Mais les ennemis ils avancent juste d'un sens, fait que quand tu arrives pour backtracker, mais nécessairement tu vas te prendre des dégâts parce que tu vas tomber dans des pics qui sont inévitables parce qu'il n'y a pas assez d'ennemis pour te permettre de. Ouais. Non, je suis vraiment d'accord avec ça. Puis maintenant, tu te dis, je pense que cette section-là, je sais pas, moi, la manière que je l'ai vécu, là, étant quelqu'un qui n'est pas nécessairement très fan de ce genre de jeu-là, euh, j'étais intéressé, en même temps, je ne l'étais pas. Puis là, maintenant que vous avez parlé, j'ai vraiment l'impression que la partie de revisiter la map, puis d'être forcé à reprendre des téléporteurs, tu sais, relativement mal placés pour la plupart d'entre eux, selon moi, puis d'essayer de refaire l'inverse d'un chemin qu'on avait fait auparavant qui est définitivement pas pensé pour ça. Je, je pense que ça m'a vraiment énervé. Ça m'a vraiment découragé. En même temps, je me dis peut-être l'histoire m'a fait passer à travers le jeu, mais à ce moment-là, je pense qu'il n'y a pas beaucoup d'histoire. Mais en même temps, il n'y a pas beaucoup d'histoire parce que c'était très énigmatique. Il fallait que je trouve des notes de musique pour faire une tune qui allait peut-être enlever une malédiction. Tu sais, je pense que je trouvais ça mystérieux. Puis justement, le fait que les indices pour ces notes de musique-là étaient vraiment tout le temps des. Les prophéties, le gars qui est jamais clair, là, puis il écrit tout en grosses lettres, là, puis il dit ah oui, il y a quelque chose à quelque part, puis tu comprends pas, faut que tu aies payé le shopkeeper pour qu'il soit logique. Ben, justement, je sais pas. Je pense que ça m'a accroché au final, parce que je me disais, tu sais, ça fait un peu c'est un grand puzzle en soi d'essayer d'aller refouiller puis de savoir de quoi il parle. Puis, je peux aller voir des guides aussi sur Internet pour cette partie-là. Donc, je pense que ça a été ça qui m'aurait accroché. Mais s'il n'y avait pas eu cette partie-là de mystère, d'énigme, je crois que quand François, j'aurais eu un peu de difficulté à finir le jeu. Je sais pas. Je pense que j'aurais accroché. Parce que ça m'a vraiment posé problème maintenant qu'on en parle. Moi, ce que je trouve intéressant, c'est qu'en fait, je me rends compte, si je repense à quand j'ai rejoué au jeu puis je l'ai fini. En fait, moi, ce qui m'intéressait de la dernière, de la dernière section du jeu, justement, où tu es plus en Metroidvania puis t'explores, c'est que dans dans le premier run-through à travers le jeu au complet, tu visites pas toutes les sections. Il y a encore des bouts de la map qui sont pas accessibles parce que justement l'histoire t'en empêche, la progression naturelle du jeu t'en empêche. Moi, ce que j'avais hâte, c'était de tomber dans ces nouvelles zones-là qui se faisaient généralement juste dans la partie Metroidvania. Puis après ça, de les runner comme un niveau platformer standard. Parce que généralement, une fois que tu arrivais dans une nouvelle zone, ça redevenait comme un peu ce que tu avais au début du jeu. Puis moi, c'est ça. Fait que j'avais hâte de me rendre à ces zones-là. J'avais hâte de débloquer les items qui me permettaient d'aller dans ces zones-là. Moi, je pense que c'est ça. Fait que tu sais, le backtrack, j'étais comme, ça va me débloquer la nouvelle zone, fait que ça vaut la peine. Ça va me débloquer ce que j'aime. Donc le platformer, le gameplay standard. Donc ça vaut la peine que j'aille me fendre le cul à traverser les maps 10 fois. Mais c'est un exercice qui peut être lourd. C'est vrai que c'est important de mentionner par contre qu'il y a quand même des nouvelles zones. Là. Genre, mais justement, quand la partie Metroidvania avait commencé, je suis genre, God damn, c'est pas vrai que je vais backtrack que les mêmes niveaux. Mais au final, le jeu, non, il met quand même des nouvelles zones. Puis les nouvelles zones, quand t'es fait, là, justement, avec ces nouvelles zones, t'as plus de backtrack, puis tu continues à découvrir le jeu. Genre, il est quand même riche au final, le jeu, en quantité de zones. Ça m'a assez impressionné. Là. Genre, c'était cool de continuer à découvrir des choses. Même si, genre, comment dire, tu vois que la partie Metroidvania, c'était pas que du recyclage. C'était peut-être un peu du padding. Genre, ça a quand même artificiellement rallongé la durée de vie du jeu, je pense. Juste par avoir de téléporteurs. Mais, genre, c'est quand même, ça reste un jeu qui est quand même très généreux dans son contenu. Là. Puis par rapport à ça, justement, quand on parle de découverte de nouvelles maps, tout ça, je sais pas si François, tu l'as vécu de la même manière que moi, mais le fait que j'aurais aimé, en fait, je dis ça tout de mon point, j'aurais aimé avoir des indices par rapport au fait que la map est beaucoup plus grosse que je pense, puis qu'il reste beaucoup de choses à explorer. Peut-être justement dans la même lignée que j'aime moins la deuxième partie du jeu, puis que j'aime plus le platformer qui m'encadre beaucoup dans le jeu. Quand que j'ai reçu, tu sais, je trouvais que la progression justement des perks, là, des talents que tu peux acheter ou des améliorations de ton équipement que tu peux acheter, j'ai trouvé que c'était court, c'était pas gros. Puis ça m'a donné l'impression qu'une fois que j'allais finir justement tous ces achats-là avec le shopkeeper, ben ça allait terminer là. Puis vu que j'avais pas d'informations par rapport à la map, je pensais que c'était très linéaire. Puis une fois que ça l'a débloqué, puis que je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup plus de choses à acheter, il y avait beaucoup plus de choses
à explorer aussi. Je me suis dit, je suis content, mais en même temps, vu que ça m'a été lancé d'un coup, en une batch, mettons, ça m'a peut-être épuisé, ou ça m'a comme freiné un peu dans mon élan. Je trouvais ça comme dommage qu'elle ait caché ça, parce que sinon, ça m'aurait poussé à explorer le jeu aussi. Donc, je sais pas, qu'est-ce que t'en penses, François, ce que ça Ben, pèserait là-dedans? je me suis pas rendu au niveau que t'as plus de trucs à acheter. Ok. Fait que. Parce que pourtant, c'est que dès que tu bats le gros, je sais pas comment appeler ça, le gros golem là, des shopkeepers, là, The puis Thing. qu'il s'est révélé, là. Ben, j'ai peut-être pas vu d'abord, mais non, j'avais pas vu qu'il y avait d'autres trucs que tu Mhm. vas acheter par après. À ces Parce que moments-là, tu sais, le. justement, les ruines en dessous de l'eau, ou par exemple, là, ou les autres maps qui sont cachées, tu sais, juste me mettre un point d'interrogation sur la map, ça m'aurait dit, oh, il y a quelque chose à aller voir là, puis ça aurait comme peut-être, je sais pas, ça m'aurait peut-être motivé un peu plus à avancer, tandis que là, c'était vraiment comme, si je découvre quelque chose, je vais pas le savoir avant d'être dans la zone, puis Ben, je sais pas. ça dépend. Il y avait des zones où ils jouaient un peu sur cette ambiguïté-là, comme un moment donné, genre, j'étais dans un niveau, je me rappelle plus lequel exactement, je me promène, tu sais, quand j'étais rentré dans la partie Metroidvania, là, je me promène, puis là, je vois que, tu sais, dans la map, tu vois comme les carrés, quand c'est vert, ben, tu vois que ça t'amène à une autre porte. Puis là, je m'en vais dans une Mhm. section de même, puis là, j'arrive, puis c'est tout noir. Je vois plus rien. Hmm. Là, je suis comme, ok, il me manque clairement de quoi. Fait que, j'étais arrivé là, puis j'étais comme, ok, j'essayais de me déplacer, puis là, je voyais bien que comme ça marchait pas, là, parce que ben, je voyais aucunement ce que je faisais. Puis là, je suis ressorti, puis là, comme, je pense que c'est là que ça a apparu sur la map, ou quelque chose. Fait que je pense que ils veulent, puis le fait que le jeu est comme justement construit sur un peu plus dans le style Metroidvania d'exploration, que t'explores les niveaux, t'explores les raccoins, les défis, les choses, que là après ça, tu comme réalises que la map est plus grosse qu'elle l'est réellement. Mais est-ce que c'est la bonne manière de faire? C'est débattable. Ok, dans ce sens-là, oui, je pensais, Will, que tu parlais d'un skill tree qui se développait plus que qu'est-ce qu'il y avait actuellement. Ben, par rapport à ça, c'est plus le shopkeeper, le fait que tu peux acheter des choses. Tu sais, mettons, l'histoire que tu peux faire du cloud step sur les projectiles, tu as plus de vie, ou tu débloques les shurikens, ou des points de ki, ou je sais pas trop. Ouais. Ben, tu sais, des affaires que tu débloques comme ça avec l'argent, ben, tu sais, je le trouvais petit au départ, puis c'est quand qu'il y a eu le Ok, ben c'est ça. reveal D'abord, ouais. j'ai pas été voir le shopkeeper après. Fait que j'ai pas vu cet aspect-là. Ouais, il a comme doublé en fait les choses que tu peux acheter. Ah, J'aurais aimé ça peut-être justement voir des points d'interrogation, quelque chose me dire hey, t'as quelque chose à voir. Genre. Peut-être un peu Mais comme les maps, parce que moi j'ai pas vécu ce moment-là que tu rentres dans une zone que c'est tout noir. Moi j'ai vraiment suivi les prophéties de A à Z, j'étais allé étape par étape, puis c'est ça. Là. Ok, c'est ça. Moi, parce je suis que vraiment allé, genre, je comprenais rien, puis je me promenais partout, puis j'étais comme, des niveaux. Puis, Ouais. genre, après ça, c'est là que j'étais comme, ok, il y a clairement, tu sais, ma progression était clairement pas comme linéaire, fait que là, je me perdais partout, puis ça marchait pas. Parce que justement, je sais pas si t'avais vu ça, Will, mais au Shopkeeper, justement, tu peux lui acheter. À la deuxième partie du jeu, t'as comme d'autres upgrades qui se débloquent, mais pour la map. Genre, tu peux acheter en fait comme un upgrade qui dit combien de médaillons verts il te reste sur ta map. Tu peux acheter de quoi je crois qu'il dit les lieux, où est-ce que les médaillons ils sont. Puis surtout, le premier update que tu achètes, en fait, il te montre où ce que sont situés les portails dans le temps, qui va d'ailleurs falloir en parler. Où est-ce que les portails sont situés dans la map. Fait qu'au final, quand tu embarques dans une zone, puis tu ouvres ta map, mais tu vois des spots de lumière à des endroits où est-ce que tu pas exploré. Fait que genre ça va t'amener. Genre ça l'agit un peu comme point d'interrogation, peut-être. Mais c'est vrai que genre ça, tu sais pas plus c'est où qu'il faut aller. Parce que surtout qu'il y a comme un ordre un peu à faire pour pouvoir accéder. Tu sais, mettons justement pour pouvoir accéder à la zone où est-ce qu'il fait tout noir. Il faut que tu aies la chandelle. Puis pour voir la chandelle, il faut que tu aies le vieux qui va te donner une graine. Puis il va falloir que tu ailles au haut de la montagne pour planter la graine, pour aller dans le temps, pour aller chercher la graine une fois qu'elle a poussé. Genre, tout cet ordre de choses-là, ça peut faire en sorte que tu fasses non-stop des allers-retours et tu sais jamais où aller au final. Avec la map, tu dis jamais ça. Ouais. Ben, tu sais, moi j'ai suivi justement les prophéties, les étapes vraiment linéairement, un peu comme j'aurais fait avec le platformer à la première partie, qui était, je pense, la partie que j'ai le plus aimé aussi. Fait que, tu sais, ça fait du sens que j'aie joué comme ça parce que c'est la meilleure que j'ai plus apprécié ce moment-là du jeu. Donc, ça fait du sens de ce point de vue-là. Mais pour répondre à la question des upgrades de Shopkeeper avec la map, moi, j'ai eu, je sais pas pour vous, là, mais quand que tu meurs, puis que la petite bébite, là, Quarble, là, mais je vais l'appeler la petite bébite parce que je l'ai apparaît, puis qui veut mon argent,
c'est facile de le rembourser. Quand mettons que tu meurs, puis ton dernier checkpoint était vraiment loin, c'est facile de le rembourser si tu décides de battre tous les ennemis, puis de ramasser leurs choses, en tout cas leur argent. Puis au final, tu vas le rembourser, puis tu vas souvent te faire peut-être quelques points de plus. Donc, moi, j'ai jamais eu de problème avec l'argent. En fait, j'ai même pas eu de problème, j'avais trop d'argent. Au point qu'à la fin, j'ai essayé un peu de gosser avec le Money Sync, là. Ça, c'est à la fin du jeu, là, que tu peux... je sais pas trop, tu t'en vas en dessous du shop, puis tu parles à un autre vendeur qui vend genre des figurines. J'ai pas trop compris le concept, là, puis j'ai pas poussé vraiment loin non plus. Mais j'avais trop d'argent, fait que, tu sais, dès que j'ai débloqué la map, j'ai tout acheté pour la map d'un coup. Fait que, il y a des affaires comme ça de genre améliorer. Je pense que j'ai peut-être manqué certains aspects d'exploration, puis de pas trop savoir quoi faire, tout ça, parce que j'avais tout le temps l'argent au maximum. Le podcast, en ce moment, il est audio, fait que le monde n'a pas vu la face de Raph. Mais je pense que tu as appris qu'il y avait quelque chose en J'étais pas au courant dessous non du... Attends, vous savez pas? Non! Non, mais Quand t'as dit qu'il y a un sous-sol à la boutique, puis qu'il Il y y a a des un figurines, autre ma shop. face a tilté, là, j'ai Attends. fait que quoi? Attends, Non, j'ai laissez complètement- l'expert parler, je vais vous enseigner comment ça marche ce jeu, ok? Non, je sais pas quand, mais j'avais acheté toutes les upgrades, puis à un moment donné, il y a juste un lavabo qui apparaît, puis là, tu demandes, ouais, un lavabo, puis là, j'ai dit, genre, c'est quoi ça? Puis il me dit, ah, c'est le lavabo à argent, genre le Money Sync. Puis je dis, ok, ça fait quoi? Puis il dit, ben, tu peux mettre ton argent dedans. Puis je dis, ça sert à quoi? Il dit, ben, rien, juste pour dépenser ton argent, puis c'est cool, tu peux dire que t'as mis de l'argent dans le Money Sync. Puis là, je suis comme, ok. Puis là, il fonctionne pas. Puis là, il fonctionne pas parce qu'il est bloqué. Fait faut que tu ailles le débloquer, tu trouves un item ou je sais pas trop. Puis là, tu le débloques. Puis finalement, qu'est-ce que ça fait? C'est pas du tout ça. Ça te met genre miniature, puis ça t'envoie dans le tuyau. Puis tu t'en vas en dessous dans le tuyau. Puis oui, c'est vrai, là, je vous jure, là, c'est arrivé. Là. Oh mon dieu! T'arrives en dessous, puis il y a un autre shopkeeper qui est là. Puis il est juste là, puis il chill là, en dessous du lavabo, je sais pas trop. Puis il vend des genres de figurines. Puis je sais pas, je sais pas ça fait quoi. Peut-être c'est... ouais. Ton viens de histoire, on m'apprendre dirait de quoi. genre... on dirait une histoire d'un jeune de récré là, qui essaie de te faire croire que ah oui, il y a ce cheat code-là dans le jeu, mais arrêtez, genre le cheat code existe, fuck all. Vous connaissez les gars de Konami Code? Je sais pas. Ouais, c'est ça. Non, mais genre, honnêtement, c'est sûr que ça fait quand même quelques temps que j'ai pas joué au jeu. Honnêtement, je pense qu'on finit ça. Première chose que je fais, je rembarque dans le jeu, je m'en vais dans le shopkeeper, puis je m'en vais voir le gars, je fais comme yo le 5. Puis aussi, est-ce que vous avez acheté le skateboard? Non? Ok, là, tu dis me de la laisses. merde, Ça, là. ça, Ah ouais, ça, là, Non, ok. là, tu me laisses. Non. Mais je vous jure, le Money Sync, c'est vrai. Là. C'est vraiment Ah, vrai, mais c'est je suis pas allé loin incroyable. dans cette mécanique-là. J'aime aussi comment ils l'ont appelé. Là. Ouais, Ouais, oui, Money Money Sync. Ouais. Moi, je suis un grand fan de mettre des expressions de manière extrêmement visuelle et littérale. Fait que le money sync, qui est comme, évidemment, l'expression de gaspiller son argent, dans un vrai money sync, c'est incroyable. Chapeau. Puis, Mais c'est cool que vous ayez mis ça parce que justement, une fois que tu as tout upgradé, ton argent te sert tellement à rien. puis c'est ça, Mais- je pense qu'ils wow. font de l'humour aussi par rapport au fait que ben ils savent qu'à un moment donné, t'as trop d'argent pour les upgrades. Puis parce que je pense que l'histoire, là, je m'en rappelle pas parfaitement, mais je pense qu'il est bloqué parce qu'il y a un autre messenger qui a passé et qui a mis tout son argent d'un coup, puis ça a comme cassé ou l'affaire de même. Il y a une justification vraiment bizarre, mais c'est comme, oui, ça fait du sens s'il a mis beaucoup d'argent parce que on passe rapidement à travers les upgrades, puis je sais pas, il y a un petit côté humoristique pour dire, ben oui, il y a pas tant d'upgrades dans le jeu, ou tu peux pas tant acheter d'équipement, fait il y a un money sync. Puis aussi, si je me rappelle bien, le design du lavabo est fit vraiment pas dans l'esthétique du magasin, tu sais, fantasy, tout ça. Ah, il y a une genre de Ouais. pieuvre dans une cage, il y a un orbe que tu peux voir dedans, puis t'as genre un lavabo en genre chromé qui est en plein milieu de nulle part, puis c'est comme Comment ça sort du j'ai décor. pas spoté ça? Ouais, c'est ça, moi, avec, je comprends pas quand j'ai pas vu ça. Là. C'est Troublant, incroyable. man. C'est vraiment troublant. Mais j'aime imaginer qu'ils ont clairement, genre, c'est clairement quelque chose qu'ils ont rajouté, genre, en bêta test le jeu. Ils se sont rendus compte qu'on vient de finir le jeu, on a comme 3000$ qui sert absolument à rien. Comment on fait pour comme justifier ça de manière comique? Puis ils ont juste racheté le money sync. Puis dans ma tête, c'est le canon que je me donne. Puis je veux vivre avec ça pour le restant de mes jours. J'imagine juste la réunion de comme, hey, les gars, les gens ont trop d'argent, on a besoin d'un money sync. Il y en a un qui dit, hey, écoutez, moi j'ai une idée, là. On va mettre un lavabo. On va mettre un Direct. vrai, moi. Mais je trouve ça parfait, genre. C'est C'est les aspects de incroyable. même, j'aime beaucoup là, dans le jeu. Ouais. Malgré tous les points que j'apporte qui me font questionner peut-être un peu mon opinion sur le jeu. Au final, tu sais,
quand je parlais de l'innovation, puis tout ça, puis l'humour, tout ça, c'est vraiment les points forts du jeu, puis c'est d'explorer ça aussi qui est vraiment le fun. Là. C'est un point très très bon. Hein. Non, puis je lève mon chapeau à ceux qui ont pensé à ça, parce que c'est vraiment des bonnes idées. Euh, pour venir sur le gameplay, Émile, tu voulais parler du voyage dans le temps. Ouais, au final, ça, on en a pas tant parlé. Mais fait que qu'est-ce que vous pensez, au final, au niveau de ce que le voyage dans le temps apporte au niveau du jeu? Pour mettre en contexte un peu, au moment que justement on arrive à la deuxième. Mais avant la deuxième partie du jeu, en fait, notre personnage gagne un chapeau. Mais il gagne pas un chapeau, en fait. On fait juste voyager dans le temps, puis en voyageant dans le temps, notre personnage, comme son sprite, il change, puis il a un magnifique chapeau sur la tête. Puis ça fait en sorte que la structure des niveaux elle change un peu. Les ennemis, la musique aussi et tout. Mais c'est ça. Puis à la deuxième partie du jeu, au final, on fait juste passer dans des portails qui font en sorte que dans une même écran, on peut voyager entre la version 8 bits du jeu et la version 16 bits du jeu, ce qui va changer plus ou moins certains éléments du décor. Mais ça, qu'est-ce que vous en avez pensé? Ben, ce que j'allais dire, justement, moi j'ai trouvé que le passage en temps était surtout une autre mécanique de gameplay qu'ils ont juste rajouté pour comme complexifier le puzzle, les puzzles présents dans les niveaux. C'est comment faire pour rendre justement le côté backtracking moins redondant. Ben, t'ajoutes les portails dans les dimensions qui ouvrent des zones que t'aurais pas eu accès. Dans le même niveau que t'as traversé 4 fois avant. Mais là, tu le retraverses, mais en passant le portail, ben, t'as un mur qui s'ouvre, qui disparaît, puis que là, tu peux aller faire ce room-là de plus, qui va peut-être te mener justement à un médaillon que t'avais pas l'opportunité d'avoir avant. Je trouvais que c'était plus une mécanique de jeu que comme un élément fondamental de l'histoire ou quoi. Mais au final, pour moi, ça rafraîchissait le gameplay, puis ça rendait la partie Metroidvania moins redondante et lourde. Ah, tu viens de me faire réaliser. Il y en a un médaillon, un moment donné, que je voyais qui était, mais je voyais pas. Comme, il y avait juste trop de murs. Puis je me promenais, puis comme, je trouvais pas l'entrée secrète, puis ça faisait aucun sens dans ma tête. Puis je me suis dit, genre, il doit y avoir de quoi que j'ai manqué quelque part. Puis comme j'ai vraiment passé 10 minutes à chercher, puis finalement, j'ai fait fuck it. Puis là, ça m'a ça a contribué à faire. On va oublier les médaillons. Mais là, avec qu'est-ce que tu dis, c'est probablement un exemple comme ça où est-ce que, ah ben, dans le futur, les gros murs, il y en a plus. Puis là, tu peux y aller plus facilement. Exact. Genre, make sense. Ouais, parce que souvent dans un niveau, t'as comme un mur, mais le mur a comme. Comment dire, t'as comme une poutre dans le mur, un espace, puis une poutre, puis un espace, puis après ça, genre, en tout cas, c'est un peu difficile à expliquer, là. Ouais. Mais ça fait en sorte. Puis à un moment que tu vois ce genre de mur-là qui est comme creux, mais que tu peux quand même pas passer à travers, mais tu le sais que si tu voyages dans le temps, que ce soit dans le passé ou dans le futur, que ce creux-là, en fait, va disparaître. Fait que là, fait qu'au moment que tu repères ça, là, tu sais qu'il faut que tu arrives à cet écran-là dans une autre époque. Puis en tant que tel, des fois, ça peut être quand même assez touché. Ça peut être, comment dire, c'est comme une énigme en soi de trouver comment voyager dans le temps pour arriver à tel écran. Surtout quand l'écran en tant que tel n'a pas de portail. C'est intéressant quand même, ces choses-là. Mhm. De mettre la distance entre le portail justement pour passer à changer de timeline. Puis justement, ce trou-là, c'est un bon moyen, je pense, au moment de mettre la difficulté. Puis justement, c'était peut-être un point aussi, la difficulté. Je suis pas encore 100% convaincu que c'est un jeu difficile pour autant. Fait que voir des affaires comme ça, j'étais vraiment content aussi. Puis des fois, justement, je faisais les affaires de médaillons, puis toutes les autres challenges juste parce que je voulais avoir un peu plus de difficulté. Mais pour revenir à l'histoire des timelines, puis l'idée de passer de 8 bits en 16 bits, moi je trouvais ça vraiment bien. Là. Ça suit un peu l'argument que j'avais fait plus tôt. Là. C'est innovant, carrément. C'est un nouveau concept. Puis j'étais vraiment content de voir ça. Puis le fait qu'il y ait plus. Je perds mes mots. Je suis bouche bée. C'était tellement beau. Je sais plus quoi dire. Non. Non, mais juste le fait qu'ils ont pu comme opérationnaliser ça, utiliser ça pour faire un outil qui rajoute la difficulté ou une mécanique en soi, je suis vraiment content qu'il ait fait ça. Parce que sinon, j'aurais vraiment dit, comme on a dit au départ, c'est un gadget, puis c'est purement juste un point de marketing. Quoique, je veux dire, c'est un point de marketing aussi, c'est un peu gadget. Au final, tu continues à explorer de gauche à droite de la même manière, puis c'est pas souvent, je trouve, qu'ils vont utiliser ça
à 100%, là, ce genre de mécanique-là, puis tout mélanger, tu sais. Une affaire qu'il faut que tu passes super loin dans un portail à quelque part, puis que après tu dois aller utiliser ton grappin tout le temps, puis le cloud-step tout le temps, puis c'est super difficile parce qu'il n'y a pas de plancher, ou tu sais, des choses de même. Moi, personnellement, j'aurais peut-être aimé en voir plus, mais après, je sais pas si c'est parce que je suis dans ma phase de Elden Ring, Dark Souls, puis je trouve tous les jeux faciles, là, mais peut-être Bon. aussi. Il Un lead gamer ici présent. Ouais, je suis professionnel, je suis extrêmement bon au jeu, c'est une malédiction. Je suis trop bon, en fait. T'es trop bon aux jeux vidéo, fait que Ouais. t'as besoin que les jeux vidéo te fassent comme tomber dans le brink de comme la folie pour comme aimer ça. C'est ça, c'est exactement ça. Ben non, mais... Tu feras Dark Souls avec une main. Puis, Puis, j'ai juste dit Elden Ring, mais... Vous m'avez pas vu jouer à ces jeux-là, je suis vraiment pas bon non plus, là. Fait que peut-être que je chiale aussi pour rien que c'est ça. Mais... Je sais pas. Mais c'est vrai que, mettons, je pense au boss. Tu sais, mettons, justement, tu prends Dark Souls, puis tu vois les boss, puis t'es genre, oh God, man. Genre, tu sais que tu vas crever un nombre de fois avant de battre le boss. Puis les boss dans Messenger, j'ai trouvé qu'ils étaient assez bien dosés, en fait. Genre, ils avaient des patterns parfois quand même complexes. Des fois, puis souvent, tu meurs la première fois au boss. Mais t'apprends assez vite comment les battre. En tout cas, genre, j'ai trouvé que la difficulté sur les boss était assez très bien dosée. Parce que autant qu'ils étaient rapides puis rudes, autant que c'était facile de passer à travers une fois que t'avais compris leur fonctionnement. Je suis complètement d'accord. Ouais, Je non, trouve que les boss, c'est un des bons éléments du jeu qui viennent... Tu sais, parce que le jeu qui est justement extrêmement basé sur le platforming, les boss qui, eux, le sont moins. Il y en a un peu, tu sais, il y a clairement des fois des éléments de platforming dans les manières d'affronter les boss. Mais c'est là où c'était vraiment plus comme... Sais-tu bien apprendre des patterns? Puis je trouvais que, justement, les patterns étaient facilement accessibles. Fait que t'essayes, tu foires, puis à un moment donné, à chaque fois que tu foires, tu comprends un peu plus comment ça fonctionne. Puis c'est jamais trop long que comme tu viens de passer 8 minutes sur une boss fight, que tu meurs au dernier hit, puis que là t'es comme ok, tu me niaises. Tu sais, vu que les boss fights sont tous à peu près un petit peu moins que 2 minutes, mais je dis ça, j'ai pas calculé là, mais environ, là, j'estime dans un genre de 2 minutes. Ben, quand tu meurs, même si tu meurs proche de la fin, t'es pas comme oh mon dieu, faut tout que je recommence. Puis c'est un peu pour comparer avec Cuphead, c'est un petit peu, je pense, qu'il faisait sa force dans sa difficulté, c'est que c'est jamais extrêmement long. Fait que même si c'est difficile, puis on se dit que Cuphead est vraiment plus difficile au niveau des boss que Messenger peut rêver de l'être. Mais le fait que c'est court, mais difficile, mais bien dosé, fait en sorte que ça passait mieux. Puis je sais qu'on approche de l'heure, donc je veux pas non plus m'étendre trop longtemps. Mais il y a le point aussi de la difficulté pour conclure mon argument là-dessus, que je trouvais bien quand on compare avec d'autres jeux platformers qui visent un peu de difficulté, comme on peut penser à Super Meat Boy ou Celeste, par exemple, qui eux vont vraiment plus dans le côté masochiste de la difficulté en platforming. Eux, la manière qu'ils vont gérer cette difficulté-là, c'est qu'ils vont faire en sorte que les respawns, que les points de sauvegarde vont être fréquents et proches. Ce qui fait en sorte que tu n'as jamais énormément de challenges avant d'avoir un endroit pour vivre. Ces challenges vont être extrêmement difficiles, mais peu nombreux ou pas très longs avant d'avoir un prochain checkpoint. Là, dans Messenger, il se permettait d'avoir plus de distance entre les checkpoints, mais la difficulté des défis dans ces checkpoints-là était vraiment moins élevée. Puis je trouvais que c'est une bonne manière de balancer ça, parce que justement, si t'as pas assez de checkpoints et que c'est extrêmement difficile, moi ça va me frustrer. Puis à l'inverse, ben, si tu mets trop de checkpoints et que c'est pas difficile, ben c'est trop facile, puis c'est comme ça rend ton expérience un peu comme juste plate. Ouais. Ben, je me rappelle qu'il y a plusieurs fois que j'ai mentionné de ah crap, genre je suis mort, puis juste en face du checkpoint, puis l'autre il était loin, puis Ouais, ça peut arriver. mais oui, t'as raison. De base, ou en fait, pas seulement de base, mais en général, c'était comme ça. Petit trivia intéressant d'ailleurs par rapport au petit démon qui fait chier quand on meurt. À la base, les développeurs, ce qu'ils voulaient faire, c'était une amulette que le shopkeeper te donnait. Puis il fallait que tu payes pour le régénérer. Genre, plutôt que le démon prenne ton argent après, c'est toi qu'il fallait qu'il. Comment dire, le médaillon, comme il se cassait, puis quand il était pété, il fallait que tu t'en rachètes un. Mais ils ont comme finalement décidé de pas mettre ça, parce que quand le médaillon, tu l'utilisais, il te ramenait à un checkpoint, mais quand il pétait, au final, puis tu mourais, il te ramenait au début du niveau. Puis ils trouvaient que c'était trop frustrant. Puis Mais ça, c'est le New Game Plus, actually. J'ai juste. Mais pris un c'est 15 ça, ils l'ont mis dans le New Game Plus. Ouais. Exact. Ah. Ouais, À fait que place. dans le New Game Genre, Plus, ouais. le démon il est encore plus chiant parce que si t'as pas le 5. Tu sais, ça coûte 50$. En tout cas, j'ai fait le New Game Plus 1 parce qu'il y a plusieurs fois que tu peux faire le New Game Plus.
Ok. le New Game Plus 1, si t'as pas le 50$ à donner au dude, puis que tu meurs, c'est game over. Oh! It's the end. C'est, toi qui joues à New Game Plus, ça change quoi, mettons, dans l'expérience de jeu? Est-ce que c'est plus fun ou t'as trouvé ça J'ai comment? joué 15 minutes, fait que je le sais ok. pas. Bon. Puis genre, j'ai joué 15 minutes juste un matin pour comme me remettre dans le bain, vu que ça fait des mois que j'ai fini le jeu. Mais ce que je trouve, ben tu sais, le niveau change pas trop dès le début. Je pense que les boss ont un peu plus de vie, les ennemis ont peut-être un peu plus de vie, fait qu'au lieu de prendre un coup, ça va peut-être en prendre deux, mais c'était pas le New Game Plus 1, parce qu'il y a comme plusieurs niveaux de New Game Plus qui continuent d'augmenter la difficulté. C'est pas trop difficile, puis tu gardes pratiquement tous tes pouvoirs, fait que, mettons, traverser les niveaux est quand même vraiment facilité par le fait que tu as pratiquement toutes tes habiletés de la fin du jeu. Fait que c'est plus, j'ai l'impression, un défi supplémentaire. Peut-être que les boss plus tard dans le jeu sont plus difficiles, mais tu sais, j'ai fait le premier niveau, le premier boss, puis ça m'a pris peut-être 5 minutes. Même pas, là, c'était vraiment, vraiment facile. Mais, Ok. je sais pas si c'est que j'ai juste pas assez poussé, puis peut-être que si je m'étais rendu plus loin dans le New Game Plus, là, j'aurais eu un challenge supplémentaire. Mais là, ça l'était pas tant. Ouais, le challenge, c'est surtout ça de pas mourir, parce que je me rappelle plus si c'est le New Game Plus qui donne ça ou c'est une mécanique du DLC gratuit du jeu. Mais genre, est-ce qu'il y a quelque chose qui fait en sorte que justement, quand tu meurs puis t'attends le Game Over, en fait, ça efface tout ton New Game Plus puis ça te ramène au New Game Plus 1. Fait que, mettons, si t'es rendu au New Game Plus 3, mettons, puis là, tu crèves, bah, fini, tu retournes au premier. Oh Fait my que genre, god. c'est comme un genre de permadeath. Ouais. Genre, Ouf. fait que ça rajoute une petite difficulté, pas mal, ça, je pense. Ouf. Ça, dans Ok, mon non, cas, ça, ça aurait je me été un serais cas de frustré. uninstall. Ah, ça serait un rage quit Ah, immédiat. c'est sûr. Ah, j'aurais. Non, ça, c'est pas pour moi, ce genre de. Le permadeath, c'est pas pour moi. Mais ça me rend curieux. Je suis pas quelqu'un qui va aller jouer plusieurs fois au même jeu à la base, puis même les plus petits jeux. Mais je suis pas assez hardcore gamer pour faire ça, là, des New Game Plus plus souvent, mais ça me fait penser, est-ce que à chaque New Game Plus, tu sais, ça évolue, puis ils changent des mécaniques d'affaires de même, tu sais, euh, ils changent autant la mécanique des checkpoints, tout ça avec l'amulette, je me demande, tu sais, puis l'histoire de permadeath, je me demande à quel point que, tu sais, ça peut aller loin, puis que ça change le jeu. Donc, je sais pas, je trouve ça intéressant. S'il y a quelque chose de ce côté-là, ça rend le jeu encore plus cool, moi, je trouve. C'est un autre point fort, innovateur, puis un autre concept qui est vraiment unique en son genre, je trouve. Est-ce que quelqu'un aurait un dernier point avant un dernier tour de table? Un point que vous aviez absolument parlé? Les ennemis qui respawn me font chier, puis ils vont toujours me faire chier. Les- Je sais pas si ça a tapé ses nerfs à personne, là, mais my god. Quand t'essayais de monter une montagne, tu tombais, puis l'ennemi qui tirait des boules de feu que tu venais de tuer, il vient de respawn, puis il recommence à te pitcher des boules de feu pendant que tu tombes, là. Oui. Moi, Non, moi, j'ai pas trouvé que les ennemis étaient tant des problèmes. Je sais pas. Des fois, il y en a quelques-uns qui étaient chiants, mais honnêtement, j'ai pas trouvé que c'était. Pour moi, le challenge venait surtout du platforming que des ennemis. Les ennemis qui pitchaient des boules partout, ben, comme 3 boules à la fois, puis qui se téléportaient. Oh oui, my eux, god. ouais, eux, ils font chier à la fin dans la tour, là. Eux, ils faisaient chier. À part ça, non, en effet, ça a été quand même assez facile par rapport à ça. Même s'ils m'ont tué, je sais pas combien de fois, tous les types d'ennemis confondus. Là. Ouais, je non, sais comme... pas, Non, ça, c'était pas... je sais pas, vite de même, c'était pas vraiment un défi pour moi, je trouvais. C'était plus le platforming, comme pas non, Raph a dit. J'ai eu plus de difficultés, justement, surtout au niveau qu'il n'y avait pas de plancher, là, que je parle tout le temps les ruines. Là. J'ai vraiment eu plus de difficultés. Il fallait que tu ailles ton timing, tout ça. Mais côté ennemi, j'ai trouvé ça un peu de base. Un peu, Ok. pas simple, mais quasiment simple, j'ai voulu dire. J'aurais aimé Mais- avoir plus de diversité, en fait, de monstres. Ça aurait été plus intéressant. Mais en même temps, pas obligé d'avoir de la difficulté extrême dans ces monstres-là. Parce que au final, c'est plus le platforming pour moi qui était le défi puis l'intérêt. Les ennemis, oui, en effet, ils étaient difficiles et tout. Et moi, de base, je préfère tous les jeux qui sont plus multijoueurs, donc FPS et tout. Fait que quand un mob ou un ordinateur est trop difficile, moi, ça me gosse plus qu'autre chose. Fait que c'était ça le point pour les ennemis. Par rapport à un dernier tour de table rapide, pour mon opinion du jeu, ça reste inchangé. C'est pas un type de jeu que j'aime, je vais probablement pas y rejouer.
Par contre, si vous aimez les jeux de type plateforme et tout, je regrette pas mon temps joué, encore une fois. J'ai l'impression que ça va être une thématique qui va revenir souvent dans le podcast parce qu'il y a beaucoup de styles de jeu que je ne joue pas normalement. Mais c'était le fun et tout. Mais je ne vais pas y rejouer nécessairement. Mais si vous aimez le type de jeu plateforme, si vous êtes un fan des jeux rétro, ben oui, définitivement, je le recommande. C'est un jeu que j'ai aimé découvrir, explorer. C'est pas le genre de jeu que je joue habituellement, mais j'étais ouvert à essayer. J'ai apprécié. Il y a des choses, comme que j'ai dit au courant du podcast, que j'ai moins apprécié, puis que je reste. Mon opinion finale reste que j'ai pas apprécié certains moments, ou certains éléments du jeu plutôt. Mais le jeu est quand même très innovateur. Il fait beaucoup de nouveaux concepts. Il y a beaucoup de choix de design qui sont vraiment uniques, intéressants, qui m'ont fait accrocher, puis qui permettent de dire en ce moment que j'ai apprécié le jeu, je le recommande. Et même si c'est pas le genre de jeu que vous jouez habituellement, il y a assez de choses, d'éléments uniques pour justement explorer, avoir du plaisir à découvrir ça, puis que ce soit même des petits éléments, des petits aspects du design ou des petits détails comme des dialogues. Je trouve que ça vaut la peine d'aller justement jouer avec ça, puis découvrir ça. Ça vaut la peine. C'est pas un jeu que je vais rejouer nécessairement, mais non, je le recommande. Pour moi, honnêtement, je pense que j'ai été quand même celui qui était le plus optimiste par rapport au jeu et ça n'a pas changé. J'ai trouvé que en plus, le premier jeu officiel de Sabotage en tant que studio, c'est une chose, un travail extrêmement réussi qu'ils ont réussi à accomplir. Moi qui est clairement un des publics cibles recherchés par le jeu, pour moi, c'est venu me chercher. C'est même aller chercher chez moi des manières de jouer que normalement j'apprécie pas particulièrement par la force de son exécution sur certaines idées que j'ai trouvé vraiment bien foutues. Est-ce qu'il y a des défauts? Clairement. Est-ce que c'est un jeu parfait? Non. Mais pour un premier essai, pour un premier produit par Sabotage, pour moi, ils ont vraiment très bien réussi ce qu'ils voulaient faire. Les hommages sont bien foutus. Les idées sont bien développées. Les gags sont généralement très drôles. Et le Money Sync reste une des meilleures découvertes pour moi en 2022. J'ai pas tant de choses à rajouter à ça, honnêtement. Je suis pas mal du moins avec toi, Raph, par rapport à ça. Genre, tu sais, oui, il y a certaines choses dans le jeu qui m'ont gossé, mais god damn, je veux dire, c'est le premier jeu d'un studio indépendant. Puis, genre, c'est juste le premier jeu d'un studio indépendant. C'est quand même ridicule à quel point qu'ils ont fait un jeu de qualité pour leur premier jeu, là. C'est complètement démentiel. Puis ça a été un succès économique, ça a été un succès médiatique, ça a été un succès marketing, c'est n'importe quoi. Genre, pour le premier jeu d'un studio, god damn. Wow. Ils ont fait un sacré... genre, c'est vraiment une réussite pure et totale, là, ce qu'ils ont fait. C'est assez incroyable. Yes. Je lève mon chapeau pour ça, c'est fou. Puis surtout, ça fait en sorte que j'ai vraiment hâte de voir les prochains jeux qu'ils vont faire, puis voir que justement Sea of Stars, ça va même pas être un jeu de plateforme, mais un RPG japonais. Genre, c'est à quel point est-ce que les devs vont s'amuser à travers leur jeu, à constamment renouveler ce qu'ils proposent comme expérience vidéoludique, à quel point ils vont s'amuser à explorer différents types de genres. En tout cas, je trouve ça genre vertigineux quasiment. J'ai vraiment hâte de voir comment Sabotage Studio va vieillir avec le temps. Parce que ça a l'air d'être je pense que c'est un studio indépendant à suivre, mais genre pas juste pour le Québec, mais vraiment un studio indépendant à suivre au niveau de l'industrie du jeu vidéo en général. C'est fou. Ben, remis dans son contexte, maintenant qu'on en parle, ouais, c'est impressionnant. Puis moi, en tout cas, personnellement, je sais pas pour vous, ça me rend beaucoup plus curieux par rapport à la suite des choses. Le prequel là, que tu parles, surtout que c'est turn-based. Pour des gens qui étaient un peu moins platformer, ben peut-être que ça va être un jeu que je vais vraiment adorer. Là. Donc non, ça me rend assez curieux pour la suite. Ouais, même chose pour moi. Je suis plus FPS de base, mais aussi les jeux d'aventure et de stratégie et de tour par tour, définitivement. Plus mon style de jeu. Donc, merci tout le monde d'avoir été présent. Merci d'avoir écouté le podcast jusqu'à la fin. On se retrouve dans 2 semaines où est-ce que l'équipe va avoir joué à Jotun, je sais pas
c'est néerlandais, fait que je suis pas certain comment le prononcer comme il faut. De Thunder Lotus Game, qui a été sorti, qui est sorti en 2015. Un jeu qui m'intéresse, Thunder Lotus, qui a été plus récemment connu pour son jeu Spiritfarer, donc j'ai hâte de voir ce qu'ils vont faire avec Jotun, puis je suis très curieux de l'essayer personnellement. Un genre de Shadow of Colossus, mais en 2D, j'ai hâte de voir ça aussi. Oh, ok. Ça fait longtemps que je l'ai, puis pourtant, j'ai jamais pris le temps d'y jouer, donc j'ai l'impression que j'allais encore une fois découvrir quelque chose de bien, puis j'ai bien hâte. Ça fait. Moi aussi. Ouais, au revoir tout le monde.